Cassette 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Solo Média 90.7 devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam. Tout de suite, le journal, les titres de cette édition. Farba Ngom reste en prison. Tahirou Sarr libéré sous contrôle judiciaire. Ce sont là les deux décisions de justice rendues hier. Le procureur du parquet financier a fait appel à la décision de libération sous condition de Farba Ngom. Maître Baboucar Cissé, un de ses avocats, s'en émeut dans ce journal. Nous parlerons également du prix du riz brisé qui connaît une baisse significative à Dakar. Le kilogramme passe de 350 francs à 300 francs, mesure entrée en vigueur depuis le 6 janvier dernier qui va soulager le budget des ménages sénégalais. Nous parlerons également de la Direction générale de la fonction publique qui franchit un tournant décisif avec la présentation ce lundi de son plan stratégique de développement pour l'horizon 2029. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public a présidé cet atelier de validation du document qui marque une étape majeure dans la volonté de l'État de moderniser durablement la gestion des ressources humaines. L'actualité, c'est également hors de nos frontières. Après une courte visite à Bissau, en Guinée-Bissau, la délégation de la CEDEAO, qui était en mission, a tenté de relancer le processus pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Charnian, est revenu sur les échanges avec le commandement militaire, entre le commandement militaire et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et celui de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, à suivre dans ce journal. L'actualité des sports, nous sommes à la veille de la première demi-finale qui affronte ou qui opposera le Sénégal au pharaon d'Égypte. Nous en parlerons aussi dans ce journal. À suivre la revue des titres des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. À toutes et à tous. L'actualité sur Solo Média Africa 7 90.7. Tout d'abord avec l'affaire Farba Ngom, Tahirou Sarr, le député maire des Agnam et l'homme d'affaires ont obtenu la liberté sous contrôle judiciaire. Une annonce faite ce lundi par leur conseil, décision qui fait suite à l'examen de leur pourvoi par la deuxième chambre pénale de la Cour suprême. Seulement Farba Ngom devra encore attendre au moins un mois, le procureur du parquet financier ayant fait appel à cette décision. Une incongruité selon son avocat, Maître Baboucar Cissé. Il est ici au micro de Khalifa Fall. Il n'y a même pas de bracelet électronique, ni Farba ni Tahirou. Donc en fait, il semble à la dernière minute que monsieur le procureur de la République, le procureur financier, a relevé appel de l'ordonnance de mise en liberté provisoire de monsieur Farba Ngom, mais curieusement n'a pas relevé appel en ce qui concerne Tahirou Sarr. Donc en fait, ça veut dire quoi en termes clairs? Que Tahirou Sarr va aujourd'hui sortir de prison. Pendant ce temps, Farba Ngom sera obligé de garder encore prison pendant un mois parce que la chambre d'accusation a été saisie à nouveau par le procureur financier qui vient de faire appel à la dernière minute parce qu'il était dans les délais pour faire appel parce que le dernier délai courait expirer demain. C'est-à-dire le délai d'appel expirer demain. Donc en fait, il a relevé appel en ce qui concerne Farba Ngom. Ce que nous dénonçons, parce que simplement, manifestement, il y a une volonté manifeste. Mais il sera bien obligé de garder encore prison parce que simplement, on a fait appel de la décision du juge qui le met en liberté. Mais curieusement, en ce qui concerne M. Tahirou Sarr, on n'a pas fait appel. Alors que c'est des frères siamois. C'est-à-dire l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et les décisions qui les mettent en liberté et sous contrôle judiciaire, la motivation est la même. C'est-à-dire le juge a reproduit les mêmes motivations. C'est des contestations sérieuses qui ont été émises sur la base des éléments fournis par Tahirou Sarr qui se rapportent à M. Farba Ngom. Donc le juge a estimé que dans ces conditions-là, on doit les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? C'est-à-dire on maintient Farba Ngom encore en détention. Pendant ce temps, on libère M. Tahirou Sarr. Donc nous estimons que c'est un acte à dénoncer et que il n'est pas exclu que nous, les avocats, conseil de Farba Ngom, que nous demandions l'autorisation aux bâtonniers de tenir une conférence de presse. Parce que trop, c'est trop.
Et dans l'actualité judiciaire également, sachez que arrêté par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, l'activiste Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Khouroum Khar, a été placé hier en garde à vue pour organisation et participation à une manifestation non autorisée. Il devrait être déféré au parquet ce mardi 13 janvier. Hier, il manifestait à la place de l'Indépendance pour dénoncer une opération policière visant à interdire l'occupation de la voie publique par des mendiants. Il a été interpellé sur place par les policiers. Je vous le disais en titre, le prix du riz brisé connaît une baisse à Dakar. Le kilogramme est désormais vendu à 300 francs CFA contre 350 francs auparavant, selon une décision du ministère de l'Industrie et du Commerce. Une mesure entrée en vigueur depuis le 6 janvier dernier et qui vise à soulager les ménages sénégalais pour lesquels le riz constitue un aliment de base. Compte rendu by Nongofal. Dans un communiqué publié ce 12 janvier 2026 par le ministère de l'Industrie et du Commerce, il est indiqué qu'à compter du 6 janvier, le prix du kilogramme de riz brisé est passé de 350 francs CFA à 300 francs dans la région de Dakar. Une réduction de 50 francs qui vise à alléger les dépenses alimentaires des familles, alors que le riz demeure un produit de première nécessité pour plus de 90 sur 100 des foyers sénégalais. Pour les autres régions du pays, le prix sera ajusté en tenant compte d'un différentiel de transport fixé par chaque conseil régional de la consommation afin de garantir une équité dans l'approvisionnement et la distribution. Le ministère rappelle que le respect de ce nouveau prix est obligatoire pour l'ensemble des acteurs du secteur, notamment les importateurs, les grossistes et les détaillants. Des contrôles renforcés seront menés sur les marchés pour s'assurer de l'application effective de la mesure. Tout manquement exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement assure qu'une surveillance continue de l'évolution des prix des denrées alimentaires sera maintenue. D'autres mesures pourraient être prises si nécessaire pour préserver durablement le pouvoir d'achat des citoyens. Le comité de pilotage stratégique du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, réuni ce lundi à Dakar, a fait le bilan des 7 années de mise en œuvre. Plus de 1300 projets ont été réalisés par le PACASEN dans des secteurs clés pour un investissement de plus de 38 milliards de francs CFA. Une rencontre sous la présidence du directeur général de l'Agence de développement municipal ADM, Mahmoud Diop. Il s'appelle « Ces propos sont recueillis par Bainongofal ». Sur 8 recommandations, les 7 ont été réalisées et une en cours de réalisation. Donc nous estimons qu'effectivement, en regardant même les témoignages des bénéficiaires, des maires, des populations locales, vous voyez effectivement le PACASEN impact sur les territoires, impact sur les communautés locales. Et je pense effectivement que le PACASEN est dans le cercle de la performance en termes de résultats livrés. Donc, le gouvernement du Sénégal, en lien avec ses partenaires de développement, la Banque mondiale, l'AFD, ont pensé que la deuxième phase du PACASEN, pas phase mais c'est une phase d'extension, 25-26, serait orientée sur des projets verts, sur des projets climat. C'est pour cela que les 70 milliards sont destinés aux collectivités qui portent des projets climat. L'ADEME n'exécute pas le PACASEN directement, mais l'ADEME fait de l'appui budgétaire. Les communes sont responsabilisées en matière de priorisation de leurs investissements, en matière de priorisation de leurs activités. Dans ce cadre, toute commune qui propose un projet climat territorial, l'ADEME va les accompagner conformément aux mesures de procédure de la Banque mondiale. Voilà donc pour ce qui concerne le PACASEN, la Direction générale de la fonction publique des GFP franchit un tournant décisif avec la présentation ce lundi de son plan stratégique de développement PSD à l'horizon 2029. Présidé par le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Olivier Boucal, l'atelier de validation de ce document marque une étape majeure dans la volonté de l'État de moderniser durablement la gestion des ressources humaines. Ibrahim Adian, directeur général de la fonction publique, nous l'explique au micro de Mme Sornadramé. L'objectif recherché est un peu globalement de parvenir à faire de sorte que la Direction générale de la fonction publique soit davantage mieux outillée dans son rôle de direction des ressources humaines de l'État. En la circonstance, elle devrait être le centre d'impulsion des politiques publiques en matière de gestion des ressources humaines. Dans la déclinaison, le plan a été assorti d'un cadre de performance
qui se traduit en 4 axes. Un axe qui est relatif à la gouvernance, un autre axe qui traite un peu de la transformation numérique, un autre relatif à la performance même de l'administration et un autre relatif à tout ce qui a trait aux questions de dialogue social, de motivation et un peu de gestion de la mobilité dans l'administration. Donc c'est ces axes-là globalement qui seront déclinés en activités pour véritablement faire de sorte que l'agent public puisse être le levier, en tout cas la performance sociale puisse être l'une des premières performances pour permettre à notre administration d'atteindre ses objectifs de développement. Vous écoutez le journal. Et dans le reste de l'actualité, 17 ans, Expresso Sénégal à cet anniversaire, un symbole d'engagement numérique qui aujourd'hui a enrôlé plus de 3,7 millions de clients sur l'ensemble du territoire et plus de 100 communautés qui sont connectés dans le cadre de l'initiative d'inclusion numérique. Une visite officielle du ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique a permis de renforcer le dialogue et partenariat public-privé pour une transformation numérique inclusive avec nos partenaires Sierra Béatrice John. Expresso Sénégal célèbre ses 17 années d'engagement en faveur du numérique. À l'occasion de cette commémoration, le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique a effectué une visite officielle des installations de l'opérateur. Le ministre Alioune Sall a été honoré par Expresso Sénégal pour son engagement et son soutien au développement du secteur numérique. Je souhaite un joyeux anniversaire, 17 ans, ça se fête. Et je souhaite que vous puissiez continuer à rayonner dans le marché sénégalais pour plusieurs décennies encore. Cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre institutionnel, mais elle a surtout pour moi une valeur particulière, celle d'un temps d'échange direct, franc et tourné vers l'action. Aujourd'hui, le numérique n'est plus un secteur parmi d'autres. Il est devenu une infrastructure invisible de notre quotidien, un moteur de croissance, un levier d'inclusion et un facteur de compétitivité pour l'ensemble de notre économie. Ce que nous construisons ensemble, ce sont des conditions concrètes du développement, de l'emploi, de la modernisation de l'État et de l'accès équitable aux opportunités. C'est pour ça que nous considérons le secteur des télécommunications comme un pilier stratégique de notre transformation nationale. Selon la directrice générale d'Expresso Sénégal, Mme Fatou Soukane, cette visite revêt un caractère hautement symbolique. Expresso Sénégal se tenant aux côtés du ministère pour la mise en œuvre du New Deal technologique. Tout à fait symbolique pour nous de recevoir le ministère de tutelle pour faire part des réalisations d'Expresso ici au Sénégal dans le secteur télécom, de faire part au ministre et à sa délégation de nos ambitions, mais surtout également de faire part au ministre et à sa délégation de tous les challenges qu'on peut ensemble relever. Nous croyons vraiment au partenariat public-privé et ça, toutes les actions qu'on est en train de poser sur ce marché sénégalais le démontrent et on sait qu'avec l'équipe ministérielle, on a de beaux lendemains devant nous pour servir le pays qui est le Sénégal en termes de services télécom, en termes de connectivité, mais également en termes de couverture téléphonique. Dites également qu'aujourd'hui, Expresso Sénégal se tient à côté du ministère pour la réalisation du New Deal Tech. Après 17 années de présence, Expresso Sénégal dessert aujourd'hui plus de 3,7 millions de clients avec une couverture nationale étendue aux 14 régions du pays et plus de 100 communautés connectées dans le cadre de son initiative d'inclusion numérique. Et nous parlons santé, en bref, avec l'association Touba Sakanam qui a procédé ce lundi à la pose de la première pierre dans le centre d'hémodialyse destiné à améliorer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale à l'hôpital Ndamatou de Touba, un bâtiment conforme aux standards au plan international de concert avec la direction des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Santé toujours, la région de Saint-Louis tourne une page importante dans la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift. La directrice régionale de la santé, le Dr Seydou Ndiaye, a annoncé au 10 janvier 2026 que l'ensemble des foyers recensés dans la région sont désormais déclarés éteints, marquant une avancée majeure dans la maîtrise de l'épidémie. Et nous parlons des préparatifs
du 146e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Il sera célébré les 19 et 20 janvier prochains. Sur le terrain, le service national d'hygiène s'active. Il a mis les bouchées doubles pour une bonne opération de désinfection dans les différents sites qui vont accueillir des talibés à Ngor et Cambérène, des mesures pour le bien-être des fidèles. C'est un reportage de Khalifa Fall. À Yoff, Djamalaï, les équipes du service national d'hygiène sont pied d'œuvre pour une opération de désinfection, une action pour assurer la salubrité des lieux qui doivent accueillir les fidèles à l'occasion de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. À chaque fois qu'on prépare ce genre d'événement, il faut que le service d'hygiène puisse venir en amont. Donc c'est pourquoi nous avons déployé beaucoup de ressources vraiment pour assurer la sécurité sanitaire des pèlerins qui vont venir dans ce site religieux. Des mesures prises lors des différentes réunions préparatoires pour un déroulement de cette activité religieuse, d'importants moyens sont mobilisés. Donc c'est des mesures de surveillance, c'est des mesures de riposte. Et présentement, ce qu'on est en train de faire par rapport à cet événement religieux, ce sont des mesures de prévention. Donc la deuxième raison, c'est que chaque fois qu'il y a un regroupement humain en un lieu, à un temps déterminé, le risque épidémiologique va être extrêmement important. Le service d'hygiène s'appuie sur les relais communautaires pour sensibiliser la population à respecter les normes imposées. Les maires du MOS sont des véhicules qui peuvent transmettre pratiquement 40% des maladies que nous avons l'habitude de voir au niveau du Sénégal. Donc ce serait indiqué que les gens puissent vraiment mettre l'accent sur le lavage des mains à l'eau et au savon. Il y a aussi les mesures de désinfection, surtout des fruits et légumes. Le reste, c'est l'entretien des latrines. La 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi sera célébrée cette année, les 19 et 20 janvier 2026. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord avec la délégation de la CEDEAO qui était en mission à Bissau ce week-end pour tenter de relancer le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau après le coup d'État du 26 novembre dernier. Dans une déclaration, le ministre sénégalais de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Charnian, est revenu sur les échanges avec le commandement militaire et les acteurs politiques, soulignant la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi pour une transition inclusive et apaisée, nous dit Bainongofal. Samedi 10 janvier à Bissau, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part à des concertations de haut niveau avec les autorités de transition aux côtés de son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio. L'objectif était de contribuer à une sortie de crise après les coups d'État du 28 novembre 2025. S'exprimant sur cette rencontre, le ministre de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a indiqué qu'un long entretien s'est tenu avec le haut commandement militaire élargi à certains membres du gouvernement. Les échanges ont permis à cet effet de faire le point sur la situation politique du pays, marquée par un blocage institutionnel. Selon le ministre, les autorités militaires ont partagé un mémorandum détaillant les actions envisagées pour un retour à la normalité constitutionnelle. Ce document sera examiné par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Toutefois, Cheikh Niang a souligné que la transition de 12 mois annoncée par les autorités bissau-guinéennes ne correspond pas à celle initialement définie par l'organisation régionale, d'où la décision de mettre en place un mécanisme de suivi par le comité de médiation restreint dont le Sénégal est membre. La délégation a également rencontré plusieurs acteurs politiques concernés par la crise afin de recueillir leur avis pour une transition inclusive et apaisée. À travers cette mission, le Sénégal a réaffirmé son attachement au respect de l'ordre constitutionnel et à la stabilité sous-régionale. Voilà donc pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, nous rendons aux USA concernant la situation en Iran. Les conseillers du président américain Donald Trump doivent lui présenter aujourd'hui une série d'options militaires et économiques destinées à répondre à la sanglante répression des manifestations qui secouent l'Iran depuis le 28 décembre dernier. Les discussions qui se poursuivent au plus haut niveau à la Maison-Blanche selon plusieurs sources, alors que Washington n'exclut pas
une nouvelle intervention après les frappes menées en juin dernier contre la République islamique. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire de la guerre Peter Hegseth et le chef d'état-major des armées, le général Dan Kane, sont tous attendus dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ce mardi pour exposer au président américain les différentes options possibles sur le plan militaire en Iran. Ces dernières seraient exclusivement aériennes, donc s'il doit y avoir des opérations militaires, tout déploiement de troupes au sol étant d'ores et déjà exclu. 7h23, tout de suite, une note de sport dans ce journal. Sport sur Africa 7. Avec tout d'abord la Coupe d'Afrique des Nations Maroc, veille de match, les Lions du Sénégal défient les Pharaons d'Égypte en demi-finale de la CAN Maroc 2025. Ce sera demain à Tanger. L'Égypte est déjà arrivée dans la ville ce lundi en provenance de Rabat. Le groupe de Pape Thiaw s'est également entraîné hier à huis clos dans l'après-midi. La dernière séance d'entraînement sera même publique. Elle est prévue ce soir à l'annexe du grand stade de Tanger à partir de 16h en temps universel. Cette séance sera précédée par la conférence de presse d'avant-match. Le coach Pape Thiaw sera en compagnie du capitaine des Lions. Ils feront face aux hommes et femmes des médias tout à l'heure à 10h30. Vous aurez tout dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux sur place. C'est d'ailleurs Alamine Senghor qui fait le point sur un communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui est publié depuis hier et qui rappelle à l'ordre les supporters avant ce match. L'instance de foot invite le public sénégalais présent notamment à Rabat à venir massivement pousser les Lions, mais dans la discipline et le patriotisme. Les détails sur cette note de la Fédération sénégalaise de football avec Al-Amin Senghor que vous aurez sûrement dans nos prochaines éditions. Sénégal-Égypte, donc c'est demain, mercredi à 17h. Je rappelle que la conférence de presse d'avant-match avec Pape Thiaw et le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, ce sera à 10h30. L'autre match de demi-finale opposera le pays hôte, le Maroc, au Nigeria. Ce sera à 20h. Nous parlons toujours football, mais au plan local, en Ligue 2 sénégalaise, à l'issue de la 11e journée, Djambar s'installe en tête du classement. Oslo FA occupe la deuxième place après sa victoire contre l'AS Douanes 1-0, tandis qu'Essamay et l'USCT Port se relancent après leur succès. En France, double tenant du titre, le PSG Paris Saint-Germain a été éliminé par le Paris FC sur la marque de 0-1 en 16e de finale de la Coupe de France. En Espagne, pour finir, Real Madrid tient son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, était jusque-là entraîneur de la Castilla, équipe réserve du Real, et succède ainsi à Xavi Alonso qui aura duré sur le plan merengue que 8 mois après avoir succédé à Carlo Ancelotti. Xabi Alonso a été licencié ce lundi au lendemain de sa défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone 2-1. Le Real Madrid annonce que d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première, selon un communiqué de la formation madrilène. À 7h26, tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7.7, la revue de presse. Et nous démarrons avec le numéro 100 de Solo Quotidien.